Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce déjà 4e épisode de podcast que je vais consacrer aujourd'hui au sujet de la cartomancie, la tarologie, enfin bref, l'utilisation des cartes et oracles qui fait partie de mes prestations. J'ai mis du temps à y arriver et c'est pourquoi je voulais en faire l'objet d'un épisode à part entière, puisqu'on est aussi là pour parler spiritualité et pas seulement développement personnel politiquement correct, on va dire. Donc je voulais vous parler de comment j'ai découvert en fait cet attrait, ce qui m'a poussée à aller jusqu'à les utiliser dans ma pratique professionnelle, parce que c'est un outil absolument incroyable et hyper riche, dense, profond, que j'adore et qui me fait aller vraiment sur des chemins et des façons de voir et des façons d'aider les personnes que j'accompagne vraiment très différentes et hyper aidantes. Alors, déjà, la genèse de cette pratique. En fait, quand j'étais plus jeune, pour vous raconter un petit peu ma vie, mais sans trop rentrer dans les détails non plus, je devais avoir, je sais pas, peut-être une 12aine d'années ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'étais pas... j'ai pas eu d'expérience, on va dire, vraiment marquante de voir des gens qui sont morts ou d'avoir vraiment des perceptions psychiques particulières. J'ai pas vécu d'événements de dingue qui pourraient faire l'objet d'une émission sur le paranormal. Donc voilà, j'étais, on va dire, assez réceptive. On m'a toujours dit intuitive, même souvent dit que j'étais a priori médium, mais là, c'est pas le sujet. Et du coup, en fait, un jour, j'aimais bien farfouiner, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas fouiller dans les affaires de mes parents. Et dans leur chambre, j'avais trouvé un tarot de Marseille. Un tarot de Marseille et un pendule. Et j'ai appris il y a peu de temps, puisque en fait, il y a toujours eu une espèce de, je sais pas si c'était de la pudeur ou en tout cas des sortes de secrets, de choses qu'on ne disait pas, qui se savaient mais qu'on ne disait pas. Et donc, quand j'ai trouvé ce tarot de Marseille et ce pendule, je me suis bien gardée d'en parler. Et j'ai appris il y a très peu de temps que en fait, ça appartenait à mon père, qui est décédé maintenant il y a plusieurs années. Et quand j'ai découvert ce tarot de Marseille, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas, ceux et celles. Il y a donc 22 arcanes majeures qui sont les lames les plus, on va dire, qui vont parler le plus explicitement en fonction du sujet donné, de la question posée. Mais rien que, il y a ensuite les lames mineures qui sont plus pour préciser la question, préciser la réponse. Donc quand je vois ces cartes, je vois la carte de la mort, du diable, le pendu, alors il y a d'autres cartes très cool comme l'étoile, le soleil, le pape aussi qui est bien cool. Mais en fait, il y avait une sorte à la fois de fascination et pas de répulsion, mais de crainte, de peur, de me dire « Ouh là là, j'ai mis le doigt dans un truc incroyable là ». Moi qui était super flippée rien qu'en écoutant, en entendant le générique de l'émission Mystère. Alors ceux qui sont nés là dans les années 90 ou 2000 ne comprendront pas, mais les autres, je pense, des années 80, vous pourrez certainement avoir la référence. Donc cette musique me faisait flipper, donc là tomber sur des cartes, je sentais cette espèce de charge un peu mystérieuse, un peu mystique. J'avais l'impression d'avoir trouvé un trésor et ça répondait vraiment à ma fascination pour l'inexplicable. L'inexplicable, l'inexpliqué, c'est comme si je sentais effectivement, bon, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir qu'il y a des choses inexplicables dans le monde, mais là, c'est comme si ça se concrétisait à travers des objets. Alors, ça dépend des approches. Il y en a qui vont avoir cette approche très cartésienne, justement, très pragmatique, tout comme moi, mais avec un petit soupçon de magie.
et qui vont se dire ce ne sont que des bouts de carton et voilà basta, merci bonsoir. Moi j'avais vraiment tout comme avec le pendule finalement je me disais waouh mais ce sont vraiment des trésors. Donc j'ai fait ma petite tambouille perso, j'ai creusé, voilà il y avait un bouquin avec, j'ai lu un petit peu la signification des arcanes et puis bon bah voilà quand je me faisais mes tirages à moi ça me faisait vraiment peur et pire que mieux parce que je ne savais pas les interpréter et que je voyais toujours le pire parce que motivée par la peur justement. Alors qu'en fait le tarot de Marseille ou en tout cas que ce soit les tarots, les oracles, alors les oracles ça va plus être des messages, des cartes qui peuvent être très symboliques aussi mais qui n'ont pas de système de référence comme le tarot de Marseille. Des oracles, il y en a plein, vous allez au rayon ésotériste de Cultura, il y en a à foison sur plein de thématiques. Moi, j'en utilise quelques-uns, j'en ai beaucoup, mais il y en a 2, 3 qui reviennent systématiquement parce que je me suis tellement familiarisée avec eux que voilà, ça devient facile et fluide. Donc, d'où ça vient, c'est cette pratique du tarot de Marseille. En fait, moi, je la relie beaucoup à la pratique, on va dire, à la vision jungienne des archétypes. Donc Jung, c'est ce psychanalyste assez connu qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'inconscient. C'est le papa des synchronicités, donc ces hasards qui n'en sont pas, ces espèces de coïncidences qui sont tellement énormes et qui viennent tellement parler de façon personnelle au quotidien de la personne qui les vit que ça ne peut pas être des coïncidences. Et donc c'est plutôt, on va dire, des sortes de signes de l'univers ou de je ne sais pas qui. Et donc Jung, à travers ses archétypes, avait déjà saisi cette notion de charge symbolique, de sorte de rôle, de messager de ces archétypes. Et ça, on peut le retrouver dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que le diable aura quelque chose à vous dire, la papesse aura quelque chose à vous dire, le pape aura quelque chose à vous dire, et de façon totalement différente en fonction de la place qu'ils prendront, de la question posée, de l'état d'esprit aussi du consultant ou de la consultante, de l'état d'esprit de celui ou celle qui pratique. Donc il y a vraiment une infinité des possibles qui rend, on va dire, le questionnement hyper pointu et surtout la réponse hyper pointue. Alors, ça ouvre effectivement le champ de l'expérimentation puisque ça demande un entraînement quand même assez régulier et quotidien pour moi. En tout cas, moi, ça fait des années que je les utilise. J'ai d'abord commencé pour moi, sachant que pour soi, c'est quand même hyper compliqué parce qu'il y a toujours notre état mental qui peut influencer les cartes. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, comment il influence les cartes? C'est-à-dire que notre état, notre humeur, va donner une empreinte soit positive, soit négative. Positive, voilà, on est super content et tout, on n'a pas envie de voir le message, on va dire un peu d'alerte, ou en tout cas de mise en garde, un peu plus négatif que le reste. Et quand on est dans un état d'esprit plutôt négatif, on va voir que le mauvais et la carte, le tirage le plus positif du monde, sera une catastrophe internationale. Donc il y a vraiment une phase d'apprivoisement des cartes de soi-même, de sa pratique, parce qu'elles peuvent être très confrontantes. Et c'est ça qui est bien dans les cartes, en fait, et quand on veut les utiliser, il s'agit de ne pas être complaisant. Moi, quand je les utilise pour moi ou pour les autres, et surtout pour les autres, je fais en sorte de toujours être très bienveillante, mais pas complaisante, toujours en prenant bien soin, et ça, ma posture de coach et d'énergéticienne m'y aide aussi, c'est de ressentir l'état psychologique et mental de la personne en face pour savoir ce qu'elle est à même d'entendre comme message ou non. Parce que des fois, voilà, on ne sait pas, je trouve qu'il y a un effet de mode aussi à utiliser les cartes, les oracles, et puis tout le monde s'improvise cartomancienne, cartomancien, tarologue, machin, donc parce qu'il n'y a pas vraiment de formation certifiante, labellisée sur 5 ans, dans une école en particulier, donc c'est vrai que chacun y va un peu de sa petite tambouille, puisque c'est un outil quand même très intuitif, qui fait fonctionner une certaine subjectivité quand même, mais si on l'oriente correctement, on peut avoir vraiment les bons messages. Sauf qu'aujourd'hui, on fait un petit peu n'importe quoi aussi, je trouve. Pas tout le monde, il y a des gens, des praticiennes et des praticiens très très sérieux, mais on a accès à des choses qui nous dépassent. Et c'est là que la magie entre en compte, selon moi. Et c'est là qu'il est important de savoir que ce n'est pas un jeu,
et qu'on ne bricole pas, qu'il est important de se protéger, de protéger la consultante ou le consultant aussi. Et ça, on fait souvent l'impasse parce que c'est le côté justement un peu trop intangible et qui peut faire peur. Alors que en n'en parlant pas et en n'étant pas sérieux au niveau de cette protection-là, c'est là qu'on peut, entre guillemets, avoir des ennuis en fait. On va quand même percevoir des messages où les cartes sont des réceptacles, mais on peut percevoir des messages de plans plus subtils. Donc voilà, je pratique l'énergétique, forcément les plans subtils, ça me parle. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais n'empêche que ce qui peut parler à tout le monde, c'est de faire le test. C'est vraiment impressionnant en fait. Et les messages, plus je pratiquais, plus les messages devenaient précis. Jusqu'au point que je les ai utilisés dans ma pratique professionnelle. Parce que je me rendais compte que ça venait comme faire un état des lieux, prioriser, on va dire, ce que la personne avait besoin de voir, d'entendre comme message. On allait vraiment, c'est comme si on va plonger dans les profondeurs de sa psyché et que ce qui ressort, c'est vraiment ces problématiques du moment ou ces forces du moment. C'est pas, voilà, il n'y a pas que du négatif et bien loin de là. Souvent, l'idée, c'est pas de vous dire oulala, tout est noir et puis vous allez en chier tout le reste de votre vie. C'est plus justement de se dire ok, là, à une problématique, je cherche une solution avec mes propres ressources, comment m'en sortir. Donc moi, je l'utilise comme un outil vraiment très introspectif et pas forcément prédictif, puisque la prédiction, à l'instant T, sera potentiellement valable, à l'instant T plus 1 en fonction de votre libre arbitre, de ce que vous avez choisi de faire ou pas faire, va complètement changer. Donc la prédiction finalement peut être assez éphémère. Et puis il y a un petit côté spectacle que je n'aime pas forcément. Moi je préfère donner les clés à la personne pour qu'elle soit ensuite autonome. Donc il y a forcément un peu de prédiction, mais c'est pas le but de la manœuvre. En tout cas, comme à la façon dont moi je les utilise. Ça interroge effectivement la notion de croyance. Donc quand les messages sont de plus en plus précis, moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Je cherchais à savoir comment ça marchait, pourquoi ça marchait. J'ai lu plein de choses, j'ai vu beaucoup d'autres praticiens et praticiennes. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon bah là, il faut lâcher le comment. Juste, il y a des choses qui sont très 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 cohérentes et pertinentes qui ressortent. Donc fais confiance au processus et puis c'est pas parce qu'on peut pas tout expliquer que ça n'existe pas. Donc moi je reste toujours sceptique dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis la porte est ouverte. Tant qu'on m'a pas démontré par A plus B que les choses n'existaient pas, que c'était impossible, je laisse la porte ouverte. À partir du moment où je me suis rendu compte que voilà, c'était entre guillemets bullshit, là je ferme la porte. Mais je ne suis pas sceptique dans le sens où voilà, la porte est fermée et peu importe ce qu'on va me dire, je la laisserai fermer. Voilà, j'attends de voir et de tester. Et j'ai besoin de cette expérimentation-là. Ça a challengé mon esprit qui est quand même assez cartésien et pragmatique malgré tout. Et quand je vous parlais de synchronicité tout à l'heure, c'est vraiment ça qui se passe avec les cartes en fait. Plus on s'entraîne, plus on les interroge sans s'en servir de béquille, parce que c'est ça en fait, des cartes ne vont pas prendre des décisions à votre place. Ça va vous donner des éclairages, ça va vous donner des confirmations, ça va vous rassurer, ça va potentiellement vous mettre en garde, mais ça va absolument pas vous dire quoi faire. Ça va vous donner des chemins, des potentialités possibles. Mais vous restez maître de vos décisions au final. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, de ne pas donner le pouvoir à quelque chose d'extérieur. Le pouvoir, on l'a toujours en nous et on sait, notre corps, notre intelligence finalement cellulaire sait où aller, c'est ce qui est bon pour nous. Donc finalement, ça va venir nous reconnecter à notre intuition, qu'on soit praticien, praticienne ou consultante, consultant. Ça vient reconnecter, remettre l'intuition au cœur pour prendre ensuite les bonnes décisions, pour infirmer, confirmer, rassurer, comme je vous le disais. Donc c'est hyper précieux finalement. Et c'est un apprentissage permanent, hein, puisque moi, voilà, mes cartes, je les utilise au quotidien. Il y en a qui utilisent ChatGPT, par exemple, pour faire leur communication, pour avoir des idées d'articles, de posts Insta ou LinkedIn ou Facebook ou je ne sais quoi. Moi, j'utilise le support des cartes et c'est génial parce que j'en ferai peut-être un petit épisode un jour, je ne sais pas, je verrai, mais
je fais mon petit tirage, je me dis bon bah voilà, aujourd'hui par exemple, sur quoi communiquer. Et puis bon, j'ai ma petite idée en tête, et puis je tire mes cartes, et bim bam boum, là ça vient affiner, on va dire, mon idée de base, et ça vient aller chercher plus en profondeur, ça va comme donner une sorte de squelette au sujet, et qui est toujours hyper pertinent. Alors c'est hyper pertinent parce qu'il y a mon interprétation, mon prisme, et puis que finalement j'aurais pu l'interpréter autrement, mais que en tout cas ça m'a servi de support mental, de brainstorming pour concrétiser post dans la matière, où je l'utilise même pour créer mes ateliers, mes événements, enfin voilà, des ateliers même en entreprise. Et ça c'est hyper fort puisque le tarot, les oracles, enfin on peut les utiliser aussi dans un cadre collectif. Comment de brainstorming justement autour d'un projet, de réorganisation, d'organisation d'équipe, qui a quel rôle, quels sont les défis, quels sont les challenges de l'équipe, quelles sont ses forces, quelles sont ses potentialités, quoi faire attention, quels sont les points de vigilance. Les questions sont innombrables et infinies en fait, on peut à peu près tout demander au tarot et aux oracles. C'est ensuite une question d'interprétation. Et quand je parle d'interprétation, il peut y avoir cette notion de subjectivité qui intervient. Sauf que là, justement, il s'agit de s'en détacher. La subjectivité est mentale, là où l'intuition est intuitive, c'est-à-dire qu'elle est corporelle, elle défie parfois toute cohérence. Je reçois des personnes des fois qui restent vraiment en position de test par rapport à la guidance. Elles se disent bon, je ne l'ai jamais fait, je veux voir, je veux tester. Et puis voilà, elles se postent devant moi, elles ne disent rien, absolument rien. Donc ça c'est toujours le moment un petit peu malaise TV. Et puis au final, voilà, je panique pas, je me dis là, je suis centrée sur la personne, sur ses énergies, sur ce qui va ressortir et sur les messages que je peux lui donner pour l'aider. Donc il y a vraiment une sorte d'intention posée dès le départ. Donc je ne suis pas centrée sur moi à ce moment-là. Parce que moi, finalement, tout comme les cartes, je suis comme une espèce de vecteur. Donc mon interprétation, il faut qu'elle parle à la personne, pas à moi pour servir mon ego de j'avais raison et ci et ça et je vais te sortir des trucs de dingo. Non. Passer les premières minutes de test, forcément la personne se rend compte que ça lui parle et là, le dialogue peut s'instaurer. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de confiance qui devait s'installer dès le départ. Et ça, pareil, ce sont des moments hyper précieux. Et je me rends de plus en plus compte, et c'est là qu'il faut encore plus lâcher le comment, que les cartes deviennent de plus en plus un support. Mais j'ai déjà essayé de faire des guidances sans cartes et ça marchait aussi très bien. Sauf que les cartes donnent, comme je vous le disais, une sorte de support au mental, que ce soit pour la praticienne, le praticien ou la consultante, le consultant, qui rassure malgré tout. Il y a quelque chose de concret qui arrive à la vue et donc on se dit bon, la personne peut aussi faire ses propres interprétations, on peut reboucler là-dessus. Mais une carte positionnée de telle ou telle façon pour une personne ne dira pas la même chose que positionnée de la même façon potentiellement pour une autre personne. C'est vraiment, un tirage ne ressemble pas à un autre. C'est vraiment hyper personnalisé, individualisé. En ce qui concerne ma pratique, comment ça se matérialise, moi c'est assez drôle parce que c'est comme si les cartes me racontaient une histoire. En fait, j'ai comme ce qu'on peut appeler des formes pensées. Je suis très visuelle, donc même si j'ai les yeux ouverts, c'est comme si je voyais des sortes de scénarios, des petites scénettes. Et voilà, et donc j'ai dû apprendre à lâcher prise et à dire voilà moi ce qui m'arrive, voilà l'interprétation sans même connaître la personne et voilà la question que je peux vous poser en retour. Et c'est souvent très juste. Et c'est ça qui est juste incroyable et magique parce que les cartes racontent véritablement une histoire. Et ça permet de plonger dans des profondeurs auxquelles on n'a pas forcément accès par le simple exercice du mental ou du questionnement entre guillemets classique. Et après, comme je le disais, il y a toujours le libre arbitre qui fait son boulot. Mais ça reste un outil introspectif absolument incroyable. Et moi j'adore, clairement ça fait partie aussi de mon petit rituel. Et j'ai vraiment à cœur de démocratiser cet outil même dans les sphères de l'entreprise puisque c'est un outil hyper puissant. Et puis c'est utilisé par beaucoup d'hommes et de femmes de pouvoir assez puissants aussi. Puisqu'à partir du moment où les infos données sont concrètes, pratiques et vérifiables, le comment, ce genre de personnes, elles le lâchent très vite. Donc on en fait toujours un truc de mystique
ascétique, un peu barré, illuminé, qui fume de la sauge, voilà, nu sous la pleine lune. Alors qu'en fait, alors il y a des personnes qui vont le pratiquer de façon très très pragmatique justement, où ça va être un outil presque analytique. Il y en a d'autres, ça va être un outil, voilà, ils vont parler à leur guide, à des entités via les cartes et tout ça. Moi, on va dire que je me positionne un peu entre les deux. C'est toujours relier les contraires et la voie du milieu. J'aime beaucoup ça, donc j'aime beaucoup allier pragmatique et spiritualité. Laisser venir ce qui vient tout en restant concrète et ancrée, que c'est ce qui est important pour moi et que ça donne des solutions pragmatiques et avérées ensuite par la suite. Enfin, que ça aide en fait, que ce soit aidant, que ce soit pas juste une vue de l'esprit, dire des infos que tout le monde pourrait vous dire. Et dans ce cas-là, on lit l'horoscope dans Biba quoi, ou ailleurs. Donc, c'est pas ça le but. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, moi, cette découverte-là, elle me suit depuis longtemps. Donc, j'avais à peu près 12 ans, comme je vous disais. Mais avant ça, j'étais déjà hyper fascinée par ces mondes-là, par le monde ésotérique, un peu surnaturel, tout ça. J'adorais. Mais c'est pas pour rien en fait. Donc je sais pas si parmi vous, il y en a, puisque j'ai eu une conversation l'autre jour avec une personne qui m'a dit mais moi aussi, ça m'a beaucoup parlé puisque depuis petite, je suis attirée par ça et je pensais que tout le monde, c'était le cas de tout le monde. J'ai dit bah non, c'est pas le cas de tout le monde. Donc quand on a un attrait fort pour quelque chose, je trouve qu'il est toujours bon d'aller creuser, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cet attrait-là. Qu'est-ce que ça veut nous dire et quel message ça veut nous donner? Parce que moi, si voilà, il y a encore quelques années, quand je faisais de l'audit financier ou du recrutement, on m'avait dit qu'un jour j'utiliserais les cartes et les oracles, le tarot de Marseille, enfin, dans ma pratique professionnelle, et ben autant vous dire que je l'aurais pas forcément cru. Donc je me dis voilà, c'est là pour une raison. Ça m'a demandé de la persévérance, de la détermination, du courage, tout ce que vous voulez, des doutes, de l'inconfort, pour surmonter la peur du changement, ça c'est clair, pour revenir au dernier podcast, pour enfin accepter et utiliser réellement cet outil-là. Et aujourd'hui, j'en suis très 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 contente parce que c'est une mine d'informations, une mine de magie. Et il en faut, je trouve, maintenant dans nos vies. Important la magie. Et c'est important de toujours la suivre. J'espère que ça vous aura éclairé. Peut-être que ça aura fait naître des petites étincelles d'intérêt pour cet outil, pour celles ou ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces outils-là et à qui ça peut paraître un petit peu perchouillé. Et puis, évidemment, comme toujours, je reste à entière écoute et disposition si vous souhaitez en savoir plus sur mes prestations, mes accompagnements ou si vous souhaitez juste échanger autour de ce sujet ou d'un autre. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude plein de bonnes choses. J'espère que ça vous aura inspiré et encore une fois, suivez toujours la magie parce qu'elle sait. À bientôt!